Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Caroline Beaufrère et je suis interne en cardiologie à Montpellier. Je vais vous faire un topo rapide axé ECN sur l'AFA. J'ai pris pour référence le dernier collège de cardiologie et les recommandations du site de la HAS pour réaliser cette vidéo. Afin que vous les ayez bien en tête, je vous rappelle les objectifs ECN de cet item numéro 230. Diagnostiquer une FA, identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge, et enfin, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. Tout d'abord, nous allons faire un point sur la physiopathologie, afin de bien poser les bases de la FA qui sont indispensables pour comprendre les complications et le traitement. L'AFA provient d'un flux électrique auriculaire multiple que vous voyez ici au niveau des deux oreillettes, mais principalement à la jonction entre les veines pulmonaires et l'oreillette gauche, ce qui sera intéressant d'un point de vue thérapeutique. Ces influx électriques naissent à une fréquence aléatoire de 400 à 500 par minute, ce qui a deux conséquences principales. Premièrement, la perte de la systole auriculaire et une stase sanguine, notamment dans l'auricule gauche. Ici, d'où un risque embolique important. Ce sera un enjeu thérapeutique majeur. Deuxièmement, une arythmie ventriculaire, car les influx auriculaires atteignent de manière aléatoire le nœud AV, qui peut de surcroît être en période réfractaire. Le rythme obtenu reste malgré tout rapide, sauf exception, autour de 100 à 160 par minute, ce qui peut être à l'origine de poussées d'insuffisance cardiaque sur un cœur déjà pathologique. Passons à présent au diagnostic de FA. Le diagnostic peut être suspecté devant des symptômes, notamment des palpitations ou une asthénie, au décours d'une complication, ou même de manière fortuite, car l'AFA n'est pas toujours ressentie par le patient. Quoi qu'il en soit, la confirmation de diagnostic se fera à l'ECG, avec l'absence d'onde P sinusale, un auriculogramme, ce sont des ondes F anarchiques ou une trémulation de la ligne isoélectrique. Je vous conseille de regarder dans les dérivations inférieures, notamment D2, D3, AVF pour l'onde P. Attention, il peut y avoir un aspect trompeur en V1 qui peut vous orienter à tort vers un flotteur. Enfin, des intervalles RR irréguliers, sauf cas particuliers tels que le BAV complet, un pacemaker ou une TV associée. Je vous ai mis sur cette diapo les deux ECG du chapitre de la FA du collège de cardiologie. Le premier est un cas de FA classique, et le deuxième celui d'une FA à grosse maille, dont l'aspect en V1 V2 peut être trompeur. Je vous invite à bien comparer chez vous ce deuxième ECG avec un ECG de flotteur, et son aspect en toit d'usine caractéristique, pour ne pas les confondre. Dernier cas particulier que l'on a eu en concours blanc national en 2016, la maladie de l'oreillette, où l'on retrouve une alternance de FA et de dysfonction sinusale. Cette particularité posera un problème en thérapeutique que nous verrons en fin de diaporama. Dans l'AFA, il y a deux principales situations d'urgence à dépister et traiter. Premièrement, le risque embolique systémique, le principal étant l'AVC. Devant un AVC, l'anticoagulation est contre-indiquée devant le risque de transformation hémorragique. Son introduction sera discutée après 2 semaines. Deuxièmement, le risque d'insuffisance cardiaque aiguë et d'OAP, que je ne détaillerai pas ici, car son traitement fait l'objet d'un chapitre spécifique. Les étiologies de l'AFA sont multiples, aiguës ou chroniques, cardiaques ou systémiques. Parmi les causes cardiaques, on retiendra les valvulopathies, dont le rétrécissement mitral en particulier, le syndrome coronarien aigu et l'hypertension artérielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pathologies qui aboutissent à une dilatation de l'oreillette gauche sont pourvoyeuses de FA. Il faut toujours penser à l'hyperthyroïdie et à l'hypokaliémie, car ce sont des causes réversibles et curables. Enfin, l'alcoolisation aiguë et les pathologies respiratoires sont également pourvoyeuses de FA. Dans le bilan étiologique, on fera bien sûr un examen clinique et un ECG. 2 examens morphologiques, une ETT qui nous renseigne sur une éventuelle cardiopathie et une radio du thorax pour les pathologies pulmonaires. On fera également une TSH et un ionogramme pour rechercher les causes réversibles de FA dont je vous ai parlé. On peut aller plus loin et dépister une HTA avec une MAPA ou une AMT et un SAOS, surtout chez la personne obèse, avec une polygraphie ventilatoire. La classification des différents types de FA est à bien connaître, car c'est la base indispensable de la thérapeutique. Un premier accès de FA n'est pas classable. La FA est dite paroxystique si le retour en rythme sinusal est spontané et en moins de 7 jours. Elle est dite persistante si la réduction n'est pas spontanée ou supérieure à 7 jours. Elle est enfin dite permanente s'il y a un arrêt ou échec des tentatives de cardioversion. L'évolution naturelle de la FA paroxystique est le passage à la forme persistante ou permanente.
Le traitement de l'AFA comporte 3 volets. Le contrôle du rythme, le contrôle de la fréquence et l'anticoagulation. Le contrôle du rythme comprend la cardioversion et ou la prévention des récidives. La cardioversion est physique, par choc électrique externe ou médicamenteuse par dose de charge d'amiodarone. Le contrôle de la fréquence permet de ralentir la fréquence cardiaque. Le dernier volet est l'anticoagulation. En résumé, il faut toujours se demander s'il y a une indication à ralentir, réduire et ou anticoaguler. Pour la stratégie de contrôle du rythme, elle peut être tentée dans tous les cas, sauf dans le cas de la FA permanente, par définition. Dans le cadre d'un premier épisode de FA, on pourra réaliser une cardioversion, mais la prévention des rechutes n'est pas habituelle. A l'inverse, on ne réduira pas une FA paroxystique, mais il peut être pertinent de prévenir ces rechutes. Pour la FA persistante, on peut à la fois proposer une cardioversion si nécessaire et une prévention des rechutes. Attention, chez l'insuffisant cardiaque, on ne peut utiliser que l'amiodarone, et chez le coronarien, on ne peut utiliser que l'amiodarone et le sotalol. La flécaïne s'utilise uniquement sur un cœur sain. Attention également au fait que la cardioversion en urgence ne s'emploie qu'en cas de choc cardiogénique, résistant à la fois à l'amiodarone IV et à la digoxine IV. Et attention aussi à ne jamais faire de la digoxine chez un patient en hypokaliémie. À présent, nous allons aborder la stratégie de contrôle de la fréquence. La stratégie de contrôle de la fréquence peut toujours s'utiliser, en complément ou à la place d'une stratégie de contrôle du rythme. C'est la stratégie uniquement utilisée dans la FA permanente. L'indication est retenue selon la fréquence cardiaque et la tolérance du patient. L'objectif thérapeutique est une fréquence cardiaque inférieure à 80 au repos et à 110 après 5 minutes de marche. On utilise des freinateurs nodaux, tels que les bêta-bloquants, des inhibiteurs calciques bradycardisants, verapamil ou diltiazem, ou les digitaliques. Dernier volet de la thérapeutique, l'anticoagulation. Tout d'abord, on va parler d'anticoagulation ponctuelle autour d'une cardioversion. Avant réduction, il faut réaliser une anticoagulation efficace pendant 3 semaines, documentée par des INR hebdomadaires, sauf dans 2 cas précis. Soit la FA est datable précisément et inférieure à 48 heures, par exemple dans le cas de palpitations ressenties par le patient, soit on a pratiqué une ETO qui a éliminé un thrombus dans l'auricule et l'oreillette gauche. Après réduction, il faut toujours anticoaguler une FA pendant 4 semaines, ce qui correspond au délai maximal de contraction atriale après cardioversion. Maintenant, parlons de l'anticoagulation au long cours. Dans le cadre d'une FA dite valvulaire, c'est-à-dire chez un patient présentant un rétrécissement mitral, une plastie mitrale ou une prothèse valvulaire, l'anticoagulation efficace est systématique et elle se fait par AVK ou héparine. Les anticoagulants oraux directs ou AOD n'ont pas la MM dans cette indication. Dans les cas de FA non valvulaire, il faut discuter l'introduction d'une anticoagulation selon le risque thrombotique, TCHADS-VASC et hémorragique, HAS-BLED. Donc, pour un TCHADS-VASC égal à 0 ou 1 chez la femme, on ne fait pas d'anticoagulation. S'il est à 1, on calcule le rapport bénéfice-risque, notamment avec le score HAS-BLED, à mettre une anticoagulation, ou alors on peut discuter l'introduction d'aspirine à faible dose. À partir de 2, il y a une indication à anticoaguler. Pour le choix de l'anticoagulant, si le patient est hospitalisé, on peut prescrire des HNF, mais attention, les HBPM n'ont pas l'AMM dans cette indication. Si le patient est vu en consultation, on peut instaurer des AVK ou des AOD. Ici, je vous ai mis les scores TCHADS-VASC et HAS-BLED. Il faut évidemment les apprendre par cœur, et il est important de savoir qu'il n'est pas pertinent de calculer le TCHADS-VASC chez un patient présentant une FA valvulaire, l'anticoagulation étant toujours indiquée. Dans cette dernière diapo, je vous rappelle quelques tableaux à avoir en tête devant un dossier de FA. Premièrement, pour une FA valvulaire, il faut bien penser à anticoaguler de manière systématique. Donc, on ne fait pas de TCHADS-VASC. Et il faut bien se rappeler que les AOD, les anticoagulants oraux directs, ne sont pas indiqués. Le deuxième tableau est celui d'une FA isolée, sans cardiopathie, sans comorbidité, chez la personne jeune de moins de 65 ans, avec donc un TCHADS-VASC égal à 0 chez l'homme et 1 chez la femme. C'est le seul cas où l'on peut se passer d'anticoagulation. Le dernier tableau est celui de maladie de l'oreillette, avec une alternance entre FA et dysfonction sinusale. Il faut donc éviter de mettre des bêta-bloquants chez ces patients à haut risque de bradycardie. Ainsi, on est parfois obligé d'associer au traitement antiarythmique un appareillage par pacemaker. Enfin, il faut savoir qu'il existe un traitement de la FA percutanée, appelé ablation ou cautérisation des veines pulmonaires, après cathétérisme transseptal, qui consiste à isoler le pourtour des veines pulmonaires du reste du tissu de l'oreillette afin de détruire ou ouvrir les circuits de FA. Ici, je vous ai mis les recommandations en lien de la HAS pour ce chapitre.
Et je vous rappelle qu'il y a des recommandations ESC 2016 qui sont sorties, mais je pense qu'elles ne sont pas au programme pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt.